Je vais un peu me changer de moi. Très bien. Voilà, bonsoir à vous tous. On revient à notre série d'entretiens avec Dr Jacques Vigne. J'espère, Dr Jacques Vigne, que cette fois vous parlez un peu plus lentement. Et et je vous ai envoyé le lien de l'interview, de l'entretien qu'on a fait avec Anne-Sophie Cook. C'était vraiment parfait. Et sur YouTube, on a la transcription de tout l'entretien. Un entretien d'une heure et demie avec une transcription complète et disons en gros correcte, parce que elle parlait lentement et un peu à haute voix. Donc j'espère que Dr Jacqueline fera pareil. On parle lentement et Et surtout c'est une transcription automatique au café Jawara ou les non, deux? non, c'est la transcription automatique, mais parce euh, elle parle lentement. Déjà, D'accord. la mienne, et elle parle à haute voix. Donc, c'était parfait. De toute façon, je t'ai Oui, envoyé le lien, tu n'as qu'à voir. Il y a un endroit où tu cliques pour avoir la transcription et tu l'as oui. de tout l'interview, de toute l'interview, de tout l'entretien. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Et donc, voilà, apparemment, plus on parle lentement et plus la machine comprend mieux, elle comprend mieux et d'une manière plus claire. Et Alors peut-être aussi, si je suis en Inde, le son est moins bon aussi. enfin, même, tu sais, les francophones qui ne sont pas, qui n'ont pas la langue française comme une langue mère, souvent, ils ne te comprennent pas parce que tu parles. Ils me disent d'ailleurs, et ils râlent. Ils me disent que tu parles vite. Ils n'arrivent pas rapidement. Ils n'arrivent pas à te comprendre. Donc, pour faire Ok. comprendre ceux qui n'ont pas le français comme langue mère, il faut parler un peu plus lentement et un peu plus Oui, haut. oui. Voilà. Et une deuxième chose, on fêtera ensemble la parution de ce livre, donc les entretiens que j'ai faits avec Tenzin Palmo. Il est paru avec une préface du docteur Jacques Vigne chez Le Relier. Ça fait une dizaine de jours, je crois. Je viens de le recevoir d'ailleurs. Et si jamais tu écris à... Moi, je lui ai écrit, il n'a pas répondu à Marc de Smet que voilà, j'ai reçu ce qu'il a envoyé pour test, comme test. Donc, il peut Oui, envoyer l'autre quantité, disons, des copies de ce livre. oui, oui. Hmm? Oui, Moi-même, donc je lui pour... ai dit il peut envoyer pour un service de presse des livres sur lesquels je peux faire des articles. Hmm? Donc, note chez oui. toi, s'il te plaît, Jacques, comme ça, toi, si tu lui rappelles ça, moi, je lui ai dit et je lui ai bien écrit, mais il n'a pas réagi. Tu veux dire quoi? Qu'il envoie d'autres exemplaires du livre de Tenzin Palmo ou d'autres livres? Oui, ceux de Tenzin Palmo, et si jamais il envoie d'autres livres, je pourrais écrire des articles sur les autres livres. Parce que ceux de Tenzin Palmo, c'est surtout c'est l'ancien de commentaires sur la méditation. Il Non, n'en non, a pas il m'a d'autres au livre. envoyé 6 copies de ce livre. D'accord, oui. Normalement, je ne sais pas combien il doit m'envoyer en tant qu'auteur, Je crois que peut-être c'est 14. 14. 14. C'est ce qu'il a envoyé pour Tenzin Palmo aussi. Donc, il me reste à envoyer 8 copies. Oui. OK. Et s'il envoie avec d'autres livres, ça sera encore mieux et je pourrai à ce moment écrire des Les services articles de sur presse, d'autres livres. oui. Voilà. Note chez toi, sinon tu vas oublier. Et donc, on va continuer nos entretiens sur le livre du docteur Jacqueline, Sourire au-delà du souffrir. Comme d'habitude, je commence par des questions suscitées par
réponse de la dernière interview qui était l'interview numéro 5. Jacques, tu as dit la dernière fois, souvent la culpabilité déguise une autre faute plus grande. Un trait peut cacher un autre. Est-ce que tu peux donner un exemple concret? Comment la culpabilité cache une autre faute encore plus grande? Oui, derrière, il y a la culpabilité et il y a déjà revivre le plaisir qu'on a eu au moment de faire l'acte problématique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, attends, je mets en place l'enregistrement. Alors, je vois pas comment enregistrer. OK, c'est bon. Hmm. Oui, donc la culpabilité, ça peut être déjà l'envie de revivre le plaisir qu'on a eu en faisant l'acte, et du coup, c'est pas une forme de vertu, mais c'est au contraire une rechute dans le vice, pour être clair. Hmm. Et donc, quand on a compris ce mécanisme-là, on limite la culpabilité. Sinon, ça peut être une forme d'ego aussi, curieusement. Quand on se autoflagelle, on se prend comme très important, on se dit je suis le plus humble et chercher à être le plus humble entre guillemets, c'est aussi une forme d'ego. Je suis le plus grand des pécheurs, etc. Swami Vivekananda l'expliquait aussi clairement. Ça peut être tout à fait une forme d'ego. Et voilà. Sinon, il y a quand même une tradition chez les saints, en particulier dans le bouddhisme tibétain, qui est de critiquer ses défauts et donc une sorte de confession générale écrite en disant que on a tous les défauts du monde et c'est pas du masochisme, mais c'est pour montrer aux plus jeunes que la voie n'est pas facile et que même chez un grand sage, il peut trouver qu'il a plein de défauts. Et donc c'est un exercice c'est plus qu'un exercice de style, c'est un exercice spirituel. Et dans le livre Anthologie des plus beaux textes de la médecine tibétaine, le livre Chemin spirituel de Mathieu Ricard, il y a toute une partie vers la fin qui est ça, des grands maîtres qui parlent de leurs défauts. Ça en est presque comique parce que ils se voient pratiquement tous les défauts du monde. Mais on comprend bien pourquoi c'est fait, quoi. C'est pour réduire leur ego et puis montrer aussi aux plus jeunes que la perfection est pas facile. Mais justement, mais il y a, je crois, une tradition de confession dans le bouddhisme, une confession déclarée en public. Oui, 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 ça se fait le jour de la pleine lune, ce qu'on appelle Poya dans le bouddhisme Theravada, ce qui est une déformation du terme sanskrit Purnima, donc pleine lune. Et alors, ils font leur confession devant le chapitre. Voilà, et donc, a priori, si une faute est confessée devant le chapitre, elle est pardonnée. Oui, dans le christianisme, il y a la confession, mais elle n'est pas déclarée comme ça, elle est en privé. Ben, c'est-à-dire, dans les ordres monastiques, ils ont le chapitre, et le chapitre des coulpes, comme on dit en vieux français, c'est où les moines disent leurs défauts et leurs fautes. Donc là, c'est public, c'est pas privé, mais c'est spécial aux moines, Hmm. comme pour les moines Mais bouddhistes. donc, mais déjà, quel est le bienfait? Cette, cette déclaration des défauts, souvent, ça ne porte pas atteinte à cette, disons, confiance en soi ou ce respect, ce qu'on appelle self-esteem. Ben, on dit péché avoué est à demi pardonné. Et donc, dans les communautés, c'est un moyen de limiter les dégâts.
dans les conflits. Si on reconnaît qu'on est en conflit avec les autres, c'est déjà avoué et ça assainit l'atmosphère. C'est quand les choses sont pas reconnues, sont pas dites, que l'atmosphère peut devenir empoisonnée. Donc c'est un mécanisme pour assainir l'atmosphère communautaire. Chacun reconnaît ses erreurs sans s'autoflageller de trop, mais quand même reconnaît ses erreurs et ça crée un équilibre éthique dans la communauté. Oui, mais tu ne m'as pas répondu à la question précise, comment un train peut cacher un autre? Oui, ben, c'est-à-dire on a des automatismes et pour expliquer ces malheurs, on a des raisons toutes faites et on répète tout le temps ces raisons toutes faites et c'est comme un bouclier qui empêche de voir ce qu'il y a derrière. Et donc derrière les raisons toutes faites, il y a des raisons qui sont plus difficiles à reconnaître et qu'il faut rechercher. Et donc pour faire une méditation qui soit vraiment thérapeutique, faut vraiment savoir presque comme mantra. Un train peut en cacher un autre, c'est-à-dire les premières raisons qu'on se donne pour un comportement, en général, sont superficielles et derrière, on peut assumer qu'il y a des raisons plus profondes et donc faut les chercher. Mhm. Sinon, on est à la répétition et on voit beaucoup ça en thérapie. Les gens arrivent, ils ont raconté 50 fois leur histoire à 50 thérapeutes et ils donnent toujours les mêmes raisons pour leur malheur et c'est justement ça qu'il faut dépasser en thérapie de pas aller dans les réponses automatiques. Je suis malheureux parce que c'est ma mère qui était hystérique, etc. On a chacun ses raisons pour cacher son ego et donc il faut regarder en profondeur qu'est-ce qu'il y a comme train derrière le premier train. Mhm. Par contre, Jacques, tu continues en disant, on a à défaire et à dénouer les culpabilités. Donc là, tu as dit reconnaître nos fautes. Et là, comment défaire et dénouer les culpabilités? Oui, ben en reconnaissant que la culpabilité, c'est un côté addictif. Hein, on se sent bien être coupable, on m'a cuit dans son jus. C'est une forme de souffrance, la culpabilité, mais curieusement, on peut développer une addiction à la souffrance. Et donc, on peut méditer en appliquant ça à la culpabilité. Le yoga, c'est la dissociation complète de l'association complète à la souffrance. Et la culpabilité, c'est une manière de s'associer, de se coller à la souffrance. Et donc, faut se décoller de sa souffrance. Hein, et donc, en apparence, c'est la souffrance d'être coupable, mais par derrière, c'est simplement qu'on peut pas supporter un vrai bonheur. Et donc, on se fabrique des souffrances de toutes pièces. Et une manière de fabriquer des souffrances de toutes pièces, c'est de donner dans la culpabilité, des Et souffrances inutiles. on ne peut pas supporter un vrai bonheur parce que finalement, même en psychologie, on distingue entre eustress et déstress. Un stress, disons, de joie positive et un stress négatif. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors, bien sûr, il y a des buts de culpabilité qui sont très positifs. On peut pas progresser et on peut pas éduquer quelqu'un d'autre s'il n'y a pas un minimum de sens de culpabilité. Ce qu'il faut, c'est que ce soit justement la petite dose nécessaire, mais pas plus. C'est ça l'idée, hein. Hmm. Et quand tu as dit, Jacques, la dernière fois, le mental est comme un chat, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Tu Plusieurs peux personnes m'ont répéter, j'ai posé pas bien cette question. compris. Hein? Quand tu as dit, le mental est comme un chat. Comme un char. Oui, Oui. Alors, ben je sais pas dans quel contexte j'ai dit ça. Je sais que le contre Bouddha fait culpabilité. des comparaisons très précises entre le char et la vie psychique. Voilà. Hein, et donc, l'idée, c'est qu'il y a un guide dans le char et puis il y a des moyens de transmission. Et par C'était dans le exemple, contexte aussi de contre-culpabilité, comment faire face à la culpabilité, ce que tu as appelé contre-culpabilité. la contre-culpabilité. Oui, Oui. Eh bien, par justement, le souffle naturel, utiliser le souffle, observer le souffle, et tu as parlé que tu as dit que le mental est
comme un chat. Oui, donc le soufflet naturel, ça dissout les nœuds, donc ça dissout les nœuds de la culpabilité. Et sinon, revenir, porter son attention vers la joie, parce que la joie, ça libère de la culpabilité. Et la joie supérieure, c'est la joie d'être. Et donc, cette joie d'être n'est pas sujette à la culpabilité, parce qu'il n'y a pas de culpabilité à être. Donc, revenir à la joie d'être, c'est la solution de Nisargadatta Maharaj qui revient tout le temps au je suis. Et dans le je suis, il n'y a pas de culpabilité. Et ce soir, je lisais dans le minibus en revenant de Trivandrum, les quatre dharmas de Gampopa qui ont été commentés par Longchenpa. Et Gampopa dit que quand on fréquente un vrai maître, il est tout à fait comme l'espace. Et donc l'espace n'est souillé par rien et en particulier n'est pas souillé par la méditation. Donc se sentir pur comme l'espace, c'est un bon antidote de la culpabilité. La culpabilité, ça se fixe sur des choses locales. J'ai fait ci, j'ai fait ça, des petits actes en général qu'on vit mal. Et donc, faut revenir à l'espace. Hmm. Hein, comme le dit l'image tibétaine qu'on cite souvent dans ces zooms, si on met une cuillerée de sel dans un verre d'eau, l'eau devient imbuvable. Si on la met dans un grand lac, ça ne change pas le goût de l'eau du lac. Et Hmm. donc nos petites culpabilités, si on les met en rapport avec le grand espace, qu'on les dissout dans le grand espace, eh bien elles disparaissent. C'est une question Co- de et- largeur de vue. Quel genre d'espace tu parles? Nos culpabilités, comment on les dissoudre dans quel espace? Ben, c'est l'espace de l'esprit. Dans ce sens, on parle de Mahamana et de Mahatma dans l'hindouisme, des grands mentals ou des grandes intelligences ou des grands esprits. Mahamana, on peut traduire par grande intelligence, Mahatma comme grand esprit. Et donc, c'est cette grandeur qui fait qu'on dépasse toutes sortes de petits problèmes, y compris la culpabilité. Culpabilité, c'est une sorte de problème local. On se veut d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Voilà. Et sinon, le traitement ultime de la culpabilité, c'est l'absence de l'ego. Et Swami Ramatirtha, il avait une image très simple. Il disait, si quelqu'un est accusé de toutes sortes de choses et qui meurt, ben, il n'y a plus de raison de le juger puisqu'il est mort. Donc, on ferme le dossier. Et donc, si notre ego est mort, eh ben, on n'a plus de raison de culpabilité parce que la culpabilité elle était liée aux actions de l'ego et maintenant, il n'y a plus d'ego. Donc, c'est un ego qui fait des actes répréhensibles, c'est un ego qui est coupable, et quand on fait mourir l'ego, à ce moment-là, il n'y a plus ni d'actes répréhensibles, enfin, puisqu'on n'a plus d'ego dedans, ni de culpabilité. Donc c'est C'est le niveau l'ego qui est duel. derrière la culpabilité? Oui, 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 parce que on a la conscience que c'est nous qui avons fait un acte mauvais et donc ça entraîne la culpabilité. Mais si on passe au cran supérieur où on s'aperçoit que on n'a pas vraiment d'ego, que c'est quelque chose qui a été fait par un ensemble de circonstances, à ce moment-là, ça soulage la culpabilité, parce que c'est simplement d'un ensemble de circonstances qui a fait qu'on a fait des choses mal. C'est l'histoire du bataillon 101 dont j'ai déjà parlé. C'était un bataillon de pères de famille de la banlieue de Hambourg et ils se sont trouvés qu'à un moment, ils ont eu les ordres de tuer toutes les femmes et les enfants dans les camps de juifs dont ils avaient la garde. Et en un an, ils ont tué 80 000 femmes et enfants. Alors que c'était des pères de famille qui n'avaient rien de spécial. C'était simplement s'étaient trouvés dans ce bataillon et qu'ils avaient reçu ces ordres-là. Bon. Quelques-uns ont démissionné du bataillon et le commandant était d'accord, mais les ordres sont les ordres, ils l'ont fait. Puis ensuite, ils se sont saoulés pour oublier. Et comme ça, ils ont tué 80 000 femmes et enfants. Mais Oui, à la base, c'était les circonstances qui étaient là. C'était pas des monstres au départ, c'était des pères de famille. Simplement, ils se trouvaient dans le même quartier d'Hambourg, donc ils se sont trouvés dans le même bataillon. Et ce bataillon a reçu les ordres de faire le sale boulot. oui, Ce mais Mathieu Ricard en parle dans son livre Les obstacles à l'altruisme. Donc, les obstacles à l'altruisme, c'est aussi le conformisme, le fait que on suit ce que fait le groupe, etc. oui, mais quand tu dis quand on n'a pas d'ego, il n'y a plus de culpabilité. Donc, et quand on n'a pas d'ego, on a effacé notre karma en quelque sorte.
Oui, c'est ça, parce que on s'aperçoit que c'était pas son ego, enfin son ego n'est plus en cause, et donc voilà. Alors, on peut parler d'erreur, mais on parle pas de culpabilité, comme le disait Nisargadatta Maharaj. La voie spirituelle, c'est pas de jamais faire d'erreur, mais si on a fait une erreur, c'est de pas la recommencer, C'est pas? de ne pas la recommencer. Ah, Donc là, c'est une autocorrection sans culpabilité. On se dit juste j'ai fait une erreur, je la commence plus. Et du moment qu'on la recommence plus, il n'y a pas de raison d'avoir la culpabilité. On a du compris la fait leçon. qu'on du fait qu'on est capable de ne plus recommencer la faute et on est Oui, fan. ça débarrasse de la culpabilité. Ça veut dire Ah, qu'on a comment? dépassé le problème. Mhm. Ok. Et, et tu as dit d'ailleurs aussi sur un autre plan, tu as parlé de rendre notre mental souple, travailler sur la fluidité du mental. Donc, et tu peux t'expliquer un peu comment rendre le mental souple? C'est ça le Teflon Mind, c'est-à-dire dont parle Tenzin Palmo? Oui, c'est ça. Denise Palmo, elle insiste là-dessus. C'est vrai qu'au début, quand on parle de concentration de l'esprit, on pense un peu camp de concentration et on se dit ça va être douloureux. Et ça, c'est une opinion très erronée. Hein, la vraie concentration de l'esprit, au contraire, ça rend l'esprit souple. On peut l'emmener où on veut et lui fait faire ce qu'on veut. Donc, c'est tout le contraire de la crispation. Donc, ça, faut bien le comprendre dès le début. Et donc, cette flexibilité, ça s'exprime aussi dans la sensation corporelle. Les sensations corporelles deviennent beaucoup plus fluides et circulent dans tout le corps sans obstacle. Et donc, cette fluidité, on peut dire que c'est une préparation à l'expérience de vacuité, parce que la fluidité, c'est l'absence de compartimentation. Et quand il n'y a plus de compartimentation, on est déjà dans une expérience de vacuité. Voilà, donc tout ça, c'est des points cruciaux à comprendre et vraiment pratiquer avant. Et je rappelle souvent que dans le Vipassana de Goenka, ils insistent beaucoup, au bout de quelques dizaines de jours de méditation, d'obtenir le flux. C'est-à-dire, on a tellement l'habitude de balayer le corps et de dénouer les nœuds qu'il y a un flux de dénouement qui se fait, un peu comme un bateau brise-glace, continue à tout le temps briser la glace. Et ça, c'est un signe donc de maturité dans la méditation quand on devient ce flux. Donc, c'est ça Et un petit peu la formule que tu répètes souvent, laisser venir, laisser partir. oui, c'est aussi rentrer dans le flux. Et le flux, c'est pareil qu'influence, comme racine. Et donc, quand on est dans ce flux au niveau du corps vécu, sa conscience supérieure peut vraiment avoir une influence sur le mental inférieur et le transformer. Donc, le flux est lié à l'influence. Et, et là, quand tu as parlé déjà, là maintenant, tout à l'heure, de ne pas recommencer une faute, ne plus recommencer une faute, c'est ça ce qu'on appelle repentir ou c'est autre chose? Oui, bien sûr, le repentir, ça consiste à ça, donc c'est une grande qualité spirituelle. Swami Vijana, il a donné des conseils à une adolescente et il disait donc de effectivement regretter ses fautes, mais après de passer à autre chose. Il le disait clairement et de les oublier. Et même quand il commentait la grande prière des orthodoxes, la prière du cœur, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur. Il disait, c'est bon comme prière, mais il faut laisser tomber le pécheur. Il disait clairement, parce que si on répète pécheur, 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 on s'embourbe. Justement, d'ailleurs, Ramakrishna lui-même, il dit, si on répète je suis pécheur, on finit par être pécheur, même si on ne l'était pas. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est du bon sens spirituel. Et Don Ourlier, qui connaissait bien l'histoire des bénédictins, il disait qu'il y avait eu un monastère avec un noviciat où le maître des novices s'est dit, c'est bien pour ces petits novices qui méditent tout le temps sur la crucifixion du Christ. Et au début, il y avait 10 novices et au bout d'un an, ils étaient tous partis. Hmm. Voilà, parce que c'était trop glauque, quoi, de méditer constamment sur la crucifixion du Christ. On peut méditer un peu, mais il faut méditer sur la résurrection aussi, sinon c'est déséquilibré.
Et du coup, Et, il a vidé le noviciat, le maître des novices. et ce C'était pas qui est malin. un peu surprenant, c'est que les Chartreux, par exemple, Jacques, ils considèrent la culpabilité comme un bruit de l'esprit. C'est une Oui, sorte c'est de ça, bruit. oui, oui. On s'occupe avec la culpabilité et c'est un attachement à la souffrance de manière générale. Et comme il faut revenir aux principes opposants qui sont fondamentaux au point de vue neurosciences de nos jours, c'est-à-dire les mystiques ont des très bonnes expériences d'union à Dieu, de choix en objet, mais après, il y a le principe opposant qui fait que le cerveau fabrique des contre-expériences de souffrance et une bonne manière de fabriquer de la souffrance, c'est la culpabilité. Parce qu'on peut être coupable à partir de n'importe quoi. Hein, et quand j'avais 5 ans, euh, j'ai volé un bonbon à maman et c'est un péché grave. Voilà, et on peut faire la culpabilité par rapport à n'importe quoi. Mhm. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Une bonne manière de fabriquer la souffrance, c'est la culpabilité. Oui, 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 oui. Ça nous fait cuire dans notre jus, comme on dit familièrement. Mhm. Et c'est ça qu'il faut éviter. Sortir de son jus. Une sorte de masochisme. Il y a ça lien avec, à faire avec la masochisme. Oui, c'est ça. Mhm. OK. Et quand tu Mais parles, c'est plus pervers parce que le masochisme, voilà, on voit que c'est quand même un truc très bizarre, mais la culpabilité, ça a des lettres de noblesse, on se dit je suis un saint, je me reproche mes défauts, etc. Alors qu'au fait, ça peut être simplement une manière de cuire dans son jus de souffrance. Et une et, réaction, donc, de principes opposants à des bonnes expériences qu'on a eues auparavant, mais une partie de notre cerveau veut rejeter ces bonnes expériences comme l'immunité rejette des corps étrangers. Ça, c'est très important à comprendre. et quand tu parles, Jacques, d'observer les sensations sans réagir. Donc, Oui, normalement, c'est pas ça notre expérience. Les sensations, on est attiré par les sensations de plaisir, etc. Et on repousse les sensations, disons, négatives ou oui, de malheur. bien sûr. Donc, faut une expertise. C'est une expertise à développer. Et pour ça, la conscience doit agir très vite. Hein, parce que les réactions de j'aime ou j'aime pas, ça vient très vite. Donc, faut que nos consciences supérieures interviennent encore plus vite et fassent passer, Tenzin Palmo prend une comparaison qui revient finalement à une spatule, entre, la sensation et la réaction à la sensation. Vous savez, je prends souvent l'image du papier peint. Quand on défait le papier peint dans une chambre, il faut passer une spatule entre le papier peint et le mur, et à ce moment-là, il y a tout qui se décolle d'un coup. Et Mm. donc, il faut vraiment trouver l'interstice entre la sensation et la réaction j'aime, j'aime pas à la sensation. Et quand on trouve cet interstice, à ce moment-là, on peut couper l'automatisme. Sinon, c'est un enchaînement qui se déchaîne, si je puis dire, parce que ça peut mener à des réactions compliquées quand on croit qu'on doit suivre à 100% ce qui est agréable et fuir à 100% ce qui est désagréable. On est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel et ça nous met dans des problèmes. Jacques, est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà programmé à ces réactions j'aime, je n'aime pas? On est presque programmé à ça vis-à-vis des Oui, émotions. programmer ces réactions de j'aime, j'aime pas, c'est vrai que c'est dans l'urgence, c'est utile. On sent que quelque chose est bon pour nous, on le suit, on sent que quelque chose n'est pas bon pour nous, on le suit pas. C'est quand même très utile parce que ça fait des synthèses. Mais comme c'est automatique, il faut dépasser. Hein, de tout ce qui est automatique, faut le dépasser. Et donc, faut vraiment qu'il y ait la conscience en savoir est-ce que c'est sûr qu'il faut suivre ce qui est agréable, est-ce que c'est sûr qu'il faut fuir ce qui est désagréable. Oui, Et mais donc, que ce justement, soit Ajahn Chah ou euh, Thich Nhat Hanh, il pose cette question en disant que c'est une très bonne méditation, se demander régulièrement est-ce que c'est sûr? Et est-ce y que, compris dans les zones les plus primaires de notre fonctionnement, c'est-à-dire la réaction j'aime, j'aime pas à la sensation, ça c'est très primaire comme réaction, et se demander est-ce que c'est sûr qu'il faille suivre ce qui est agréable et fuir ce qui est désagréable. Et au fait, bien sûr, c'est pas sûr. Donc, comprendre et pouvoir réagir en disant pas sûr. et tu crois que, est-ce que c'est sûr, ça peut déjà déchaîner
dénouer ce nœud de programmation Bien sûr, vis-à-vis. bien sûr, oui. Le problème des imbéciles, c'est qu'ils sont sûrs d'eux. Hein, comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc les imbéciles sont sûrs d'eux, ils sont butés. Et donc s'ils se posent la question, est-ce que c'est sûr? À ce moment-là, ils deviendront plus intelligents. Mhm. Donc, il faut Comme disait Swami Vivekananda, il faut prendre les choses avec un grain de sel. Il le disait souvent, prendre les choses avec un grain de sel. et Hein, qu'est-ce qu'il veut dire par là? quand on est dans l'automatisme, c'est fade, mais quand on a la conscience, qu'on sait que c'est pas sûr, qu'on sait qu'il y a une autre manière de voir les choses, c'est ça, prendre les choses avec un grain de sel, et c'est le début de l'intelligence. Donc, Les les psychopathes, prendre avec ils suivent leurs impulsions comme si c'était sûr. Mais ils donc sont les psychopathes, c'est prendre pour ça qu'ils avec sont psychopathes. beaucoup de précaution, il veut dire par là. Ben, prendre les choses avec un grain de sel, oui, c'est ça. Et puis un sens de l'humour, hein, en se disant, c'est peut-être mon ego qui me joue un tour, ou c'est peut-être l'ego des autres quand ils sont sûrs de quelque chose, qui leur joue des tours ou qui cherchent à me jouer un tour à moi. Voilà. Donc, le pas sûr, c'est très intéressant. Et on peut faire ça avec les sensations. On va tâcher de le faire pendant la méditation. On met la main droite sur le milieu de la cuisse droite, ce qui est une position apaisante. On soulève les doigts, donc la main droite ne repose que sur le talon. Et ensuite, on fait le balayage du corps. Et quelle que soit la zone du corps où il y a une sensation qui remonte, on amène sa petite main de lumière redressée et on dit pas sûr. Parce que la main qui se redresse, c'est comme si on se tirait de quelque chose de brûlant. On se dit, c'est pas sûr que ce soit bon que je prenne cette chose. Et donc, c'est un geste de mise à distance et ça va bien avec la formule pas sûr. Et Donc, Jacques, dans chaque partie du corps, on met le mudra et le mantra. Le mudra, donc, c'est la main de lumière qui se détache de la sensation, comme si elle est brûlée, comme si c'était une boule de fer rouge. Et puis le mantra, c'est pas sûr. Et le Bouddha dit très clairement que la bonne manière de méditer sur les samskaras, c'est-à-dire ces enchaînements automatiques de phénomènes psychiques qui partent de l'objet de sensation et qui vont jusqu'à la conscience visuelle ou auditive ou etc. Une bonne manière de se détacher de ces enchaînements automatiques des samskaras, c'est de les considérer comme une boule de fer rouge et ne pas même en approcher la main. et Jacques, et quand tu as parlé de éviter le côté conflictuel des pensées, Oui, alors on a tendance à se coincer dans des conflits intérieurs. Et comme ça coince, les choses qui coincent, et ben ça marque notre mémoire et on a tendance à y revenir. Et il y avait quelqu'un qui avait bien identifié ça, c'est Viktor Frankl. Quand il a fait la logothérapie, il insiste beaucoup pour dépister les contradictions et les conflits intérieurs inutiles. Et ce que j'en ai retenu, parce que je suis pas un spécialiste de Frankl, mais ce que j'ai retenu d'essentiel dans ce point, c'est que le psychisme, il est souvent comme ça. Hein, c'est-à-dire, quand on est névrosé en conflit intérieur, on pousse très fort, il n'y a rien qui bouge, on n'évolue pas, on progresse pas, mais on s'épuise. Voilà. Alors que dans un psychisme normal, eh ben, on met la force positivement dans un sens et là, on progresse. Mais si on est en conflit avec soi-même, on progresse pas. Et c'est aussi la maladie du Long, comme l'explique Teddy Palmo, c'est-à-dire la maladie d'excès de langue, d'excès d'énergie. Quand on fait une sadhana intense et qu'on n'a pas résolu ses problèmes intérieurs, eh ben les contradictions intérieures s'intensifient sans être résolues et on s'épuise. Et donc on peut même tomber malade physiquement. Mhm. Et donc, Tenzin Palmo, elle a été protégée par son maître qui lui a conseillé de s'unir à sa pratique. Et quand on est uni à sa pratique, on n'a plus les contradictions intérieures, on les a éliminées. Et à ce moment-là, il n'y a pas de risque de cette maladie du conflit intérieur et d'excès de Lung, que notre énergie se retourne contre nous. Parce qu'on est 100% dans sa pratique. Et donc, quand on lui demandait pourquoi elle avait passé 11 ans et demi dans une grotte, elle répondait de temps en temps pour m'unir à ma pratique. Donc, pour, c'est un travail de fond. pour S'unir venir, à sa pratique. pour venir S'unir, oui, s'unir à sa pratique. pour s'unir à ma pratique. Oui. Elle dit que beaucoup de gens, quand ils méditent, il y a l'objet de méditation qui est loin et il y a eux en tant que sujet qui est loin aussi.
et c'est comme deux pics de montagne qui se rencontrent jamais. Donc ça, c'est la situation sous fréquente, et donc il faut dépasser ça pour vraiment s'unir à son objet de méditation. On le dit aussi dans le yoga, hein. Mhm. Dhyana et samadhi, c'est s'unir à son objet de méditation, et de plus en plus longtemps, de façon de plus en plus stable. Et, et finalement, concernant cette dernière, disons, interview, quand tu as dit il y a un point précis dans le corps pour chaque anxiété, ben, souvent on a deux émotions, disons, négatives, colère et peur, mais qui réagissent sur le même point et de la même manière. Comment distinguer? Alors, c'est-à-dire, il y a une base commune à toutes les émotions perturbatrices qu'on pourrait appeler les muscles qui sont tendus par le stress. Par exemple, la mâchoire est tendue dans pratiquement toutes les émotions perturbatrices. Mais après, il y a d'autres tensions qui permettent de distinguer les émotions perturbatrices. Par exemple, la peur, ça nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes, donc c'est des tensions des muscles antérieurs de l'abdomen. Et la colère, ça nous fait au contraire nous cabrer, nous tendre vers l'arrière, et donc c'est une contraction des muscles du dos. Et Hmm. c'est comme ça qu'on fait la différence entre colère et peur. Mais au niveau de la mâchoire et du cou, dans la colère et la peur, dans les deux cas, les mâchoires et cou sont tendus. Oh, donc, il y a des parties qui ont les mêmes, disons, points Tension, de oui, oui, réaction. et d'autres muscles qui permettent de faire la différence entre les émotions perturbatrices. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'observer objectivement, parce qu'on comprend tout ça, on le voit. Hein, c'est Vipassana ou Vidarshana, ou même Vedanta. Il y a l'idée de vision, c'est-à-dire on voit clairement quelle tension musculaire correspond à telle émotion. Et ça, c'est fondamental. Hmm. Parce que à ce moment-là, il suffit de résoudre les tensions musculaires par la relaxation et l'émotion est coupée à la racine, sans Hmm. avoir besoin de se faire la morale en disant c'est pas bien cette émotion, etc. On va directement à la racine par la sensation. Hmm. Jacques, je reviens à ton livre. À la page 147, tu dis et tu parles d'une expérience que tu as passée et tu dis, j'ai donc remplacé le tramadol par l'espagnol. Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on doit cesser d'apprendre. Et normalement, souvent, on n'a pas envie même de lire quand on a mal. Comment tu as pu arriver au fait d'apprendre une nouvelle langue quand tu étais malade? Ben, c'est une question qu'il y a une mécanique dans le mental, la mécanique de l'apprentissage, et ça nous occupe. Et donc, un grand traitement de la douleur, c'est la distraction. Et donc, si on sait la manier, c'est très puissant. Donc, on est vraiment occupé à apprendre sa langue et on oublie ses douleurs. Les gens amoureux aussi, je pense qu'ils ont eu cette expérience. Quand on est amoureux, eh ben, les douleurs physiques, finalement, on les supporte beaucoup plus facilement parce qu'on est dans un bain de positif. Alors, peut-être ça va pas durer longtemps, mais au moment où c'est là, ça peut nous soulager. Et à l'inverse, la dépression, ça augmente les douleurs chroniques. Et donc, il y a cette observation, cette expérimentation, je crois que c'est c'est Serafini, que m'a indiqué Agnès Trébuchon dans la masse d'études en neurologie. Elle m'a dit, tiens, ça, c'est vraiment intéressant. Et je la cite donc de temps en temps. C'est une expérimentation sur les neurones canoniques. Les neurones canoniques, ce sont les neurones de l'apprentissage. Le droit canon, c'est le droit des règles ecclésiastiques. Hmm. Et donc, les neurones canoniques, c'est ce qui donne les règles d'apprentissage. Et quand on active ces neurones, ça veut dire qu'on suit des règles d'apprentissage. Et ils ont montré que quand ces neurones sont actifs, la dopamine mésencéphalique, c'est-à-dire tout à fait au cœur du cerveau, est augmentée. Dopamine, c'est l'hormone de la joie, du plaisir. Et du coup, on sort de la dépression, des obsessions et des douleurs chroniques. Et Hmm. donc, pourquoi c'est important? Parce que les kriyas du yoga, ces exercices précis de méditation qu'on fait beaucoup dans nos sessions et qui sont recommandés par beaucoup de yogis, il y a même le kriya yoga de Yogananda Paramahamsa, donc et de Larry Massey. Donc, les kriyas, les exercices précis de yoga, ce sont des apprentissages et grâce à ces apprentissages, ça nous donne de la joie et la joie résout à peu près tous les problèmes.
C'est ce que dit la Bhagavad Gita 2.64. Dans la joie, toutes les souffrances sont détruites. Celui qui maintient son esprit dans la joie voit rapidement sa bouddhi, c'est-à-dire son intuition spirituelle, s'enraciner. Et Mhm. c'était ce que Swami Vijayanda recommandait comme mantra. Il disait ça, ça peut être un mantra. Et donc, c'est tout à fait confirmé par cette étude de Hals et Serafini sur la dopamine mésolimbique et les troubles neuroaffectifs. Mhm. Bon. Jacques, il y a une citation qui m'a retenu l'attention quand tu parlais de Spinoza, qui conseille une personne qui n'est pas bien dans son esprit, pour aller mieux, il l'invite à mettre son corps en action, à la page 148. Ma question, Oui, oui, c'est très, passer très à une simple, je dirais activité ça. corporelle quand on ne se sent pas bien, c'est ça ce que tu veux conseiller? Oui, la dépression, c'est une inhibition psychocorporelle. Et donc, l'antidote de l'inhibition psychocorporelle, c'est le mouvement. Et le mouvement libère les endorphines, et les endorphines sont très antidépresseurs. Je crois que les endorphines aident à sécréter la sérotonine, et tout va mieux quand les endorphines sont libérées. Et donc, c'est vraiment important. Et j'ai des cas comme ça qui sont très spectaculaires. Par exemple, à quelqu'un qui était un alcoolique fini, il était vraiment au bout du rouleau. Et j'ai une amie qui fait partie une sorte de maison chrétienne où ils prennent les cas sociaux. Et alors ils lui ont dit, tu peux venir chez nous, on te nourrira, on essaiera de t'aider, mais il faut arrêter de boire. Et alors pour lui, c'était très difficile parce qu'il était clochard dans la rue, il buvait toute la journée. Et alors le système qu'il a trouvé, c'est de faire 30 kilomètres par jour à pied. Et il Hmm, l'a fait et pendant un mois, et ensuite il a vraiment passé son envie de boire et il a pu rester dans ce centre qui lui a sauvé la vie. hmm, Voilà, mais c'était 30 kilomètres par jour, c'était hmm. pas faire le tour du pâté de maison avec son chien. 30 km par jour et pendant un mois? Pendant un mois, oui, c'est ça. Hein. Eh bien, elle me l'a dit. Hein, De toute façon, moi, j'ai remarqué que la marche, ça aide et même, et c'est conseillé, même dans la tradition des pères du désert, quand quelqu'un est gêné, et, disons, il a une tentation, entre parenthèses, qui est dans le langage chrétien, ben, il marche, il fait une marche pour... oui, c'est ça, ça évite que la fixation, beaucoup de, que ce soit le désir, la peur ou la colère, ça marche par des fixations. Et la marche bien comprise, bien méditative, ça défixe. Et donc, c'est très puissant pour ça. Ça nous met dans un flux. Alors, pour les bouddhistes, en particulier, la sensualité, ça passe bien avec la marche. Parce que la sensualité, c'est typiquement une fixation sur un objet de désir, un fantasme. Et donc, avec la marche, ça, c'est assez bien dépassé. Et bien sûr, la dépression, donc, dépassée aussi par la marche. Et voilà, donc il y a un livre très intéressant de Ben Viat, Walking with the Buddha. Et on l'a rencontré avec le groupe de Tenzin Palmo à Dharamsala et les gens l'ont bien apprécié. Et c'est un jeune, bon, il a perdu, ils étaient trois frères. Il y en a un qui s'est noyé quand il avait 30 ans dans une plage au Baléares. Et lui, bah, ça l'a fait réfléchir. Et je pense que c'est après, mais je suis pas très sûr, où il était déjà parti. Mais en tous les cas, il a décidé de partir à pied pour l'Inde parce qu'il s'est dit le Bouddha marchait. Quand on dit de près l'histoire du Bouddha, le Bouddha, dès le matin, il se mettait à marcher. Puis pour enseigner, il marchait beaucoup. Pour faire l'aumône et se nourrir, il marchait beaucoup. Et donc, il s'est décidé, je vais marcher comme le Bouddha. Et il a marché de l'Albanie, il est parti de chez sa grand-mère en Albanie, jusque à Dharamsala, où il a été reçu par le Dalai Lama. Il lui a exprimé son désir de devenir moine dans le bouddhisme tibétain. Et le Dalai Lama, donc ça fait 5 ans, l'a connecté avec un Rinpoche tibétain, un grand Rinpoche de Dharamsala, qui s'occupe de lui. Il étudie la langue tibétaine, la philosophie tibétaine, le dharma, quoi. Donc, Donc, lui, il a complètement évolué avec la marche. et Et donc, justement, donc le Bouddha, Jacques, est un petit peu comme Aristote, parce qu'Aristote, il enseignait en marchant. Et même on oui, les appelle, péripatéticiens, oui, 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 il, oui, il, oui. il n'enseignait que en marchant. Oui, alors on pourrait faire un jeu de mots en disant que quand on est trop pathétique avec toutes ces obsessions,
il faut devenir péripathétique, Hmm. c'est-à-dire tourner en rond, en marchant. Et donc, ça guérit le pathos et la pathologie et le pathétique, parce que ça donne une fluidité. Et justement, Et en le parlant pathos, d'Aristote et de Spinoza, toi tu dis, on peut dire qu'Aristote et Spinoza ont retrouvé à leur manière le yoga. C'est à la page 149. Là, une question intéressante parce que ça m'a fait rappeler un petit peu un grand philosophe euh, français spécialiste, un grand spécialiste de la philosophie grecque et qui s'appelle Pierre Hadot. C'était mon prof à la oui, ah Sorbonne. oui, je vois un peu ses livres, oui, c'est ça, oui, oui. Il parlait que la philosophie grecque était une pratique spirituelle. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Et c'est pourquoi la philosophie moderne est devenue plus desséchée. C'est parce que, au fait, c'est surtout de l'histoire de la philosophie. On a les écoles, alors on les étiquette, on les compare, etc. On fait l'histoire de la philosophie plutôt que la philosophie vivante. Hmm. Donc, Même c'est beau de faire Swami ce Krishnananda, qui était rapprochement entre disciple. Aristote et Bouddha, tous les deux enseignaient en marchant. Oui, et Swami Krishnananda, le successeur de Shivananda, l'ashram de Rishikesh, quand je lui ai dit que j'étudiais un peu la philosophie à l'université de Bénarès, il m'a corrigé gentiment. Il a dit, vous étudiez l'histoire de la philosophie. Ouf, Hein, donc les écoles, voilà. Krishnananda, Oui, c'était Krishnananda, oui, qui disait ça. Vous étudiez l'histoire de la philosophie. Parce que bah dans ses livres, justement, il a Krishnananda, raison, parce qu'on il parle d'une... justement, on étudie exactement l'histoire de la philosophie. Tel philosophe, Descartes, qu'est-ce qu'il a dit, Spinoza, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Alors que c'est pas comme on étudiait la philosophie au moment des Grecs. Là, c'était une pratique. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Hmm. Et pareil pour la philosophie indienne. La philosophie bien indienne, bien comprise, c'est une pratique, hein. Les grandes philosophies de l'Inde sont des philosophies spirituelles, c'est-à-dire faites pour être pratiquées. Et ça fait une grande Et, différence. et l'histoire n'est pas très claire Même sur la Vidyanda, il philosophie. critiquait Socrate, il n'hésitait pas à critiquer Socrate. Il disait que croire qu'on va atteindre la vérité juste en discutant, c'est pas du tout l'opinion de l'Inde. Alors l'Inde a une grande tradition du débat, mais ce qu'il y a au-delà du débat, c'est l'expérience du mystique. Mais Voilà, hein, c'est donc. intéressant cette remarque de Krishnananda. Donc, pour lui, c'est quoi étudier la philosophie si c'est pas... si- Ben, com- si c'est lié à l'expérience spirituelle, à ce moment-là, c'est une philosophie qui nous fait vraiment progresser. Sinon, on tourne en rond dans des choses intellectuelles. Donc, alors les choses intellectuelles, c'est vrai que c'est quand même bien dans un système philosophique qui n'y ait pas de contradiction interne, qui ait une cohérence. Donc, voilà, il y a des intérêts dans des systèmes philosophiques, mais on a l'impression avec la philosophie occidentale que chaque nouveau philosophe essaie de créer son système et ça devient beaucoup une histoire d'ego. Hein, moi, j'ai créé un et nouveau système, justement, Jacques, etc. en parlant de tout ça, Aristote, Spinoza, quand tu écris, on sent que tu t'approches un petit peu de ce qu'on appelle actuellement la philosophie clinique. Est-ce que tu connais un peu? La philo, Philosophie clinique, c'est-à-dire comment on utilise la philosophie comme thérapie. oui, c'est ça, mais je crois que c'est bien. La philosophie, comme la spiritualité, c'est fait pour nous changer. Et donc, on en revient à quelque chose de thérapeutique au sens large du terme. Mhm. Et le Bouddha, on l'appelle le grand médecin. Et les pères du désert aussi disaient que la méditation, c'était l'art des arts et la science des sciences. Et dans le genre science ou art, c'est thérapeutique, quoi, oui, pour se soigner ces maux. OK. Jacques, à la page 151, tu cites Ajahn Chah, que tu cites souvent, qui dit, alors, on demandait à Ajahn Chah que faire si on a une douleur pendant sa méditation. Il a juste répondu, asseyez-vous dessus. Ma question, que veut-il dire précisément par ça? Asseyez-vous sur votre Oui, dessus. donc, il était pince sans rire, Ajahn Chah, et puis il rentre dans le chou. Et donc, c'est juste le contraire de ce que s'attend un disciple qui a mal pendant ses méditations. Il s'attend à des mots de consolation, etc. Alors que là, il a l'air de dire l'inverse. Mais au fait, il y a beaucoup de vrai.
parce que quand on s'assoit sur sa douleur, ça veut dire qu'on l'accepte complètement, qu'on se détend, et quand on se détend, il y a la moitié de la douleur qui passe. En général, pas 100%, faut pas exagérer, mais il y a au moins la moitié de la douleur qui passe. Et donc, si on persévère dans ce sens-là, ensuite, on peut progresser. Il faut Et d'abord c'est donc accepter la douleur. oui, et pareil pour la souffrance psychique, quand on a de l'agitation mentale ou de la léthargie, si on l'accepte complètement, le côté nocif de l'agitation mentale ou de la léthargie diminue de 50%. Je dis pas que ça disparaît complètement, mais au moins ça diminue de 50%. Si on les accepte. Si on les accepte, oui, c'est ça. Mhm. Et Vijanda, il était comme ça quand je lui disais que j'étais déprimé un jour ou un autre jour que j'étais excité. Il donnait pas d'explication, il disait c'est juste les gunas, observer l'extérieur, le jeu de ces gunas. C'était son seul conseil. Observer l'extérieur. Le jeu des gunas, oui, c'est Ah, ça. ok. Et dans le jeu des gunas, il y a des facteurs physiques. Par exemple, lui il disait qu'il a eu l'occasion de s'observer de très près à l'ermitage de Dolcina quand il était en solitude complète pendant 8 ans. Et il a observé qu'il avait un rythme de 3 jours. Pendant 3 jours, il allait de mieux en mieux, mais avec une certaine développement d'une excitation. Et puis tout d'un coup, patatrac, l'excitation s'en allait et il retombait dans quelque chose de plutôt léthargique qui pouvait être vécu même comme un peu dépressif, si je me souviens bien de comment il expliquait ça. Et ça revenait au bout de 3 jours. Et au début, il cherchait des causes extérieures. Il disait, c'est parce que les corbeaux à l'extérieur de ma cellule, dans la montagne, crient trop fort, ou il y a trop de vent, ou il fait trop froid, ou il fait trop chaud. Et puis après, il s'est aperçu que c'était juste un rythme physiologique. Hein. Le corps a ses rythmes. Et il y a des moments où il a envie de s'exciter, il y a des moments où il a envie de se reposer, et ça peut être interprété comme un peu de dépression. Et donc, quand on a compris que c'était des rythmes du corps, on cherche pas de midi à 14 heures des causes avec la grand-mère, le grand-père, etc. On accepte juste comme ce que c'est. Et puis, bon, on peut quand même, si on sent qu'il y a de la léthargie, faire des techniques un peu stimulantes, ou si on sent qu'il y a de l'excitation, faire des techniques un peu calmantes, chercher à rééquilibrer, mais sans chercher des causes trop psychologiques à ces phénomènes qui sont en fait beaucoup plus inscrits dans le corps qu'on ne le pense. Donc, et cette alternance, Jacques, entre joie et tristesse, elle fait partie d'un certain rythme des corps? Oui, alors il y a des rythmes, hein. Il y a aussi Ernest Laurence Rossi qui en parle très bien. Euh, et euh, Et donc, il y a des rythmes de 2 heures pendant la journée, ou plutôt 1 heure et demie. Pendant la nuit, c'est 2 heures. Pendant la journée, c'est 1 heure et demie. Et donc, avec des alternances d'endorphine et de cortisol. Quand l'endorphine est au maximum, on se sent très bien. Quand le cortisol est au maximum, on se sent stressé. Et il dit toutes les heures et demie environ, il y a 10 minutes où on se met à bâiller, on a un petit peu faim, le glucose diminue dans le sang, on est fatigué, on a froid, et il dit ça peut être un bon moment pour s'intérioriser, parce que c'est le corps qui réclame de l'intériorisation. Alors aussi, on peut manger un petit quelque chose, mais même sans S'intérioriser, manger, c'est-à-dire faire une méditation ou quoi? oui, faire une méditation. Écouter son corps qui a envie de s'intérioriser, qui a envie de se reposer, et faire une méditation. Et comme j'ai pas mal vécu en ermitage avec une grande liberté dans mon emploi du temps, j'ai essayé de suivre ça, et ça marche, ça aide bien. Hein. Et finalement, l'homme est le seul animal assez bête pour ne pas faire de petits sommes pendant la journée. Bon, éventuellement, il fait une sieste, mais encore même pas tout le temps. Mais les animaux, ils font souvent d'un petit somme, 10 minutes, comme ça, ils dorment, puis ils repartent. Hein, et finalement, c'est très physiologique et on a des rythmes qui nous invitent à faire ça. Et si on allait à l'écoute de ces rythmes, à ce moment-là, on pourrait les suivre et avoir une vie bien plus naturelle. Ça ne veut Donc, pas dire qu'il faut dormir en milieu de journée, il 1 heure s'agit, ou deux, mais quand on a envie de dormir, s'intérioriser et faire une méditation qui pourrait être très profonde, justement parce que le corps aura envie de dormir. À ce moment-là, suffit de s'endormir de façon hyper vigilante. c'est dormir, mais là, au lieu de dormir, on médite. Oui, on médite, mais dans la méditation profonde, le corps dort et la conscience est hyper vigilée. Mhm. Comme le dit Donc, comme le dit Ramana Maharshi, le samadhi, c'est un sommeil profond hyper conscient.
Donc, quand le corps a envie de s'endormir, on le laisse s'endormir, mais on rajoute une pincée d'hyperconscience dedans, comme on met une pincée de sel sur un plat qui est fade, et ça donne quelque chose de tout à fait bon à manger, Donc, c'est-à-dire il le samadhi. s'agit, en deux mots, d'être attentif à ces cycles du corps. Oui, oui, bien être attentif à ces rites du corps. Et quand Ananda, le cousin du Bouddha, et son secrétaire dit, pour résumer l'enseignement de 50 ans du Bouddha, vous savez, hein, l'ami est parti, c'est-à-dire Sariputra était mort, le maître aussi s'en est allé, et tout ce qui nous reste maintenant, c'est l'attention tournée vers le corps. Et une partie de l'attention tournée vers le corps, c'est de comprendre les rythmes qu'a le corps sur une heure, sur une journée, sur une nuit, sur 2 jours, sur 3 jours, sur un mois, comprendre tous ces rythmes et réussir à en faire le mieux. C'est-à-dire quand le rythme est à l'intériorisation avec un peu de somnolence, en profiter pour méditer. Quand le rythme est à l'action, en profiter pour faire des actions utiles à soi-même et aux autres. Voilà, donc savoir tirer le meilleur parti des variations des états intérieurs. Et bon, je suis pas femme, mais je sais bien qu'il y a des rythmes avec les hormones féminines. Et dans beaucoup de traditions, on dit quand la femme a ses règles, elle ne doit pas faire le travail de la maison habituel. Alors les gens un peu superficiels, ils interprètent ça comme une Impur. discrimination contre la femme en disant parce qu'elle a ses règles, elle est plus capable de rien faire. Mais si on voit ça de façon positive, c'est de lui permettre de faire une retraite quand il y a son corps qui lui dit de s'intérioriser, suivre ce besoin d'intériorisation, laisser les autres faire la cuisine, faire le travail de la maison, et elle être entièrement en elle-même pour bénéficier de son temps et en faire une retraite. Pareil pour des petites maladies. Mon père disait ça hein, quand on était malade, qu'on avait de la grippe. Il nous faisait facilement un mot pour ne pas aller à l'école parce qu'il a dit c'est ton corps et ton esprit qui a besoin de s'intérioriser à travers cette maladie, donc fais-le. Et c'est peut-être ça qui m'a donné le goût de la retraite parce que on le savait. Puis quand on avait une grippe, on était facilement arrêté et ça nous permettait de nous intérioriser. Déjà que la grippe passait plus vite parce qu'on se reposait. Et puis en plus on comprenait des choses sur peut-être pourquoi on en faisait trop, etc. Et Jacques, toujours à la même page 151, tu dis, en s'entraînant d'instant en instant à faire face, à croquer les petites douleurs et souffrances, on devient capable de digérer les grandes. Ma question, est ça le principe de travailler les petites peurs et les petites colères? Oui, 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 faut s'entraîner et quelqu'un qui vise à la perfection, il a simplement des petites coups de douleur. Alors les douleurs physiques, on peut travailler sur les petites douleurs physiques et faire un très bon travail. C'est vraiment comme regarder au microscope. Quand on a la concentration, on peut développer une petite douleur et on s'aperçoit qu'elle fonctionne comme les grandes douleurs et donc on développe une manière de gérer les petites douleurs qui nous servira ensuite pour les grandes douleurs. Pareil pour les émotions perturbatrices, on peut travailler sur des traces de colère. Si on est bien focalisé, on fera un aussi bon travail que les gens qui font la thérapie émotionnelle et qui expriment des grosses colères. Une sorte d'auto-observation? Oui, c'est une observation grossissante. Donc, la focalisation, shamatha, donc focalisation paisible, c'est une manière de grossir les phénomènes et à ce moment-là, on les comprend. Et Alan Wallace dit quelque chose de simple qui m'a frappé. Il a dit Galilée n'était pas plus intelligent que les sages et les intellectuels avant lui, mais c'était un bon opticien. Et donc, il a eu l'idée de mettre deux lentilles dans l'alignement et ça fait la première lunette astronomique. Et avec sa lunette astronomique, en un an pratiquement, il a vu que la Lune avait des cratères, que Jupiter avait des satellites, que Saturne avait des anneaux, que Vénus avait des phases comme la Lune. Et il a mis tout ça dans sa tête et à partir de là, il a révolutionné l'astronomie. Mais c'est parce qu'il avait vu d'abord. Et donc c'est pareil pour les méditants. Faut d'abord voir ce qui se passe en nous en psychothérapie, bon, on le sait un petit peu, mais la méditation a développé quand même des façons très objectives de s'observer, en particulier la méditation bouddhiste. Et donc là, on peut voir objectivement où est-ce qu'on en est à l'intérieur, comme si on avait un microscope. Et à partir de là, on peut faire la vraie science. Tant qu'on n'a pas de microscope, on ne pouvait pas faire de vraie biologie. Mhm.
parce qu'on Oui, voyait c'est pas. On voyait intéressant. pas comment ça se Donc, passait. continuer à s'observer en quelque sorte. Oui, s'observer en détail. Hein, donc, c'est Anupassana. C'est une forme ancienne de Vipassana. Le Bouddha parle autant d'Anupassana que de Vipassana dans ses sutras comme le Satipatthana ou le Anapanasati. Et c'est vraiment c'était un moine qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui m'expliquait ça, un moine originaire d'Afrique du Sud. Il dit Anupassana, c'est quand il y a un phénomène, Anu, ça veut dire remonter à la source. Et donc revenir à la racine du phénomène, c'est-à-dire la racine physique, et puis aussi la racine émotionnelle, enfin revenir à la racine du phénomène, très vite. Et donc, pour le Bouddha, c'est ça qui libère. Et alors, ce qu'ils disent, et ce qui est un peu, remet un peu à question la tradition bouddhiste, ils disent que la concentration sur un point, c'est pas, le Bouddha n'insiste pas là-dessus dans ses sutras anciens, donc ça a été probablement rajouté par la première génération de moines bouddhistes. Ils ont vu que la concentration sur point était importante, et ensuite le yoga hindou a hérité de ça, mais il dit pour le Bouddha, il n'en parle pas tellement de la concentration sur un point. Mm. Alors bon, j'ai pas étudié de façon critique ce qu'ils disent, mais je trouve ça intéressant. Et je sais qu'avec Goenka, ils insistent quand même pas mal là-dessus. Et Goenka fait partie de l'école qui justement a développé ça, c'est-à-dire une grande importance pour ces deux sutras du Bouddha, pour être proche d'enseignements primitifs du Bouddha. Et donc, c'est vraiment chaque fois qu'il y a un phénomène, revenir à sa racine corporelle et la voir clairement. Et à ce moment-là, comme les phénomènes changent tout le temps, les racines corporelles changent tout le temps, ça crée une fluidité en nous, et la fluidité défait le carcan de la névrose, de la psychose, Donc, de l'obsession, etc. chaque émotion, revenir à la racine corporelle de l'émotion et travailler là-dedans, là-dessus. Oui, ça peut être un sens d'Anu Darshana ou d'Anu Passana, c'est-à-dire la vision qui revient à la racine. Et ça, c'est très conseillé par le Bouddha. C'est vraiment La l'enseignement. vision, qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, elle La revient à vision. la racine. Ah, ah, Elle revient à la racine, oui. ok. Jacques, là, tu cites le sage Yajna Valkya dans les Upanishads et qui dit l'anxiété nous accompagnera, tu dis l'anxiété nous accompagnera jusqu'au seuil de la réalisation. Mais arrivé là, elle tombe, elle tombera. Il a dit à son disciple, donc ce sage a dit à son disciple, l'empereur Janaka, tu es réalisé car tu as atteint la non-peur, à la page 154. Ma question, ça me fait rappeler un peu Vijayananda qui a passé 18 ans en Himalaya pour déraciner la peur. C'est ça? Oui. Et donc, c'est David Jardin qui citait souvent cette phrase de Yajnavalkya. Et il rajoutait que les brahmines avaient plein de peur. Parce que les brahmines cherchent à être parfaits au niveau de leur rituel, parfaits au niveau de leur pureté physique, parfaits au niveau de leur mantra. Et bien sûr, c'est pas facile d'être parfait. Donc, ils ont la peur de l'impureté. Et donc, pour eux, c'est un grand travail de déraciner aussi ces peurs. Au début, la peur de l'impureté, ça fait progresser. Mais après, ça devient un obstacle. Et donc, le but, c'est la non-peur complète. Et c'est pas une sorte de perfectionnisme, ce qu'ils avaient, les Brahmins? Ben oui, mais la volonté de perfection, c'est une grande aide. Ce qu'il faut, c'est pas que ça devienne une névrose, et puis comprendre au niveau où on en est. Si on vit dans le monde avec un métier agité, ben on essaie de faire ce qu'on peut. On peut progresser aussi dans cette situation-là. Mais si on est ermite, c'est vrai qu'on vise des niveaux de pureté beaucoup plus grandes. Et on vise une pureté qui soit aussi pure que l'espace. Mhm. Hein, un vrai maître, il est comme l'espace. Et c'est ce que Jacques, dit Gampopa quand il parle du vrai maître. Il dit c'est quelqu'un qui est comme l'espace, aussi pur que l'espace. Rien ne peut souiller l'espace, rien ne peut sécher l'espace, rien ne peut tailler l'espace, rien ne peut brûler l'espace. Voilà. Hein, donc c'est un vrai maître, il est comme ça. à la page 157, Jacques, tu dis, quelles que soient les techniques, si on reste dans un esprit consommation,
on ne pourra se débarrasser en profondeur de l'anxiété. Et tu parles aussi de l'avidité et l'anxiété sont les deux faces de la même pièce, avidité et anxiété. Ma question, pourtant, c'est l'esprit de consommation qui règne dans la plupart des sociétés, non? Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anxiété. Et donc, bien Et tu voir veux le dire par lien l'esprit de avidité-anxiété. consommation, quand on cherche toujours à gagner et, et entre gain et perte, c'est ça? Oui, oui. Et donc, dans l'approche du stress qui se veut scientifique, cet aspect-là est mal mis en avant parce que sans doute que les scientifiques qui étudient le stress, ils sont eux-mêmes dans l'avidité, donc ils peuvent pas la remettre en question en profondeur. Mais le Bouddha remettait ça en question en profondeur. Pour lui, ce qui faisait tourner la roue de la vie et la réincarnation, et c'est Trishna, c'est-à-dire la soif. Hein, c'est la même racine que torride ou que La torréfier en soif, français. La soif, oui. c'est-à-dire ce qui nous donne soif. Voilà. Hein, et donc, c'est ça qu'il faut étancher, cette soif par l'intérieur, par le contentement intérieur et pas par des objets extérieurs. Mhm, Sinon, il y a toujours la peur, hein. Soit on a peur de pas voir l'objet extérieur, soit si on l'a, on a peur de le perdre parce qu'on sait bien que tout ça c'est impermanent. Donc on sait qu'on va le perdre à un moment ou à un autre. Et donc même quand on a la satisfaction de l'objet extérieur, il y a de l'anxiété. Et puis en plus, il y a des objets extérieurs qui posent des problèmes. Et si on a une belle femme, il y a un séducteur qui risque de vous la faucher. Si on a de l'argent, il y a bien sûr plein de personnes qui sont intéressées pour le faucher aussi. Si on a du territoire, il y a des voisins qui voudront vous le prendre, etc., etc. Hein, mhm. donc, quand on est dans le contentement et le lâcher prise, on a beaucoup moins de sujets d'anxiété. Sinon, c'est automatique. Tu continues en disant, Jacques, comme d'habitude, le plus direct est de revenir très proche du corps pour discerner les racines du trouble et parvenir à les transformer. Page 158. Ma question, quel que soit le trouble, souvent parce que souvent deux émotions négatives comme peur et colère ont les mêmes racines, les mêmes sensations. Oui, c'est ça. Ben, en allant loin dans les sensations, on peut distinguer qu'est-ce qui vient de la peur, qu'est-ce qui vient de la colère. Non seulement ça, mais on a en plus du diagnostic, la thérapie. Alors, pour détailler comment ça se passe, quand on a décidé de faire une bonne méditation en restant très immobile, le seul moyen que le corps ait pour manifester qu'il n'est pas content d'être immobile, c'est d'activer la respiration. Et quand on active la respiration, c'est très utile au niveau diagnostic parce qu'il y a plein d'images qui viennent et on comprend à peu près d'où vient notre mal-être, hein, la série de choses qui nous donnent le mal-être actuel. Et ensuite, dans la phase d'apaisement respiratoire, puisqu'à chaque fois qu'il y a agitation respiratoire, après il y a l'apaisement, c'est physiologique, il est une question même tout simplement d'oxygène. Et que dans la phase d'apaisement respiratoire, eh bien, on dissout ces images causes d'anxiété qui sont remontées. Mhm, Et donc, l'activation fait remonter les images, l'apaisement qui s'ensuit les dissout, et comme ça, on a un phénomène diagnostic thérapeutique complet. On a une succession de diagnostics et de thérapeutiques à chaque cycle qui est finalement complète et efficace. mhm. Et dans le même, disons, contexte, tu dis, mon sentiment profond depuis 50 ans que j'observe la société avec l'œil d'un psychiatre, c'est que la fréquence de l'anxiété vient souvent du manque de spiritualité de l'action. Ma question, est-ce partout le cas en Inde, par exemple? C'est un peuple plutôt spirituel. Est-ce qu'il est moins anxieux que les Français ou que d'autres peuples? Oui, 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 ça donne enfin, c'est plus qu'une impression parce que j'ai passé 35 ans en Inde et il y a un travail sur le contentement qui est là, qui fait partie de l'éducation et une valorisation aussi d'un certain détachement.
Et donc, tout ça, ça aide à limiter l'anxiété. Alors, les middle class indiennes qui sont loin de leur tradition parce qu'elles ont un peu d'argent et qu'elles sont contentes de prendre des junk food et des ailes de poulet et beaucoup de glace, eux, ils sont dans l'anxiété parce que justement, ils ont moins ce fond de détachement. Mais ils peuvent le retrouver s'ils ont des épreuves. Ils se souviendront qu'ils ont des ancêtres qui ont été des sannyasis et ils savent ils pourront trouver des solutions s'ils vont trouver des sages de l'Himalaya ou d'ailleurs. Et donc, ils peuvent se renouer plus facilement parce que c'est dans leur gène, en quelque sorte. Voilà, donc oui, il y a moins d'anxiété, moins de colère aussi en Inde. Bon, alors si on écoute les politiciens, ils ont pas mal de colère, mais tout le monde n'est pas politicien. Et donc, au niveau populaire, il y a quand même moins d'anxiété alors qu'ils ont des conditions matérielles qui sont plus anxiogènes qu'en Occident. Ils ont souvent, il y en a qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de ci, pas de ça, mais on sent une anxiété qui est moindre. Ma dernière question pour l'entretien d'aujourd'hui, Jacques, à la page 160, tu dis, et tu cites souvent Alain Wallace, explique de façon réaliste que le mental ordinaire éprouve a priori un peu de plaisir, mais surtout beaucoup d'anxiété. Ma question, notre mental donc est plutôt programmé à être anxieux. Il est programmé à être avide et à cause de ça, il est anxieux. Donc, il faut laisser tomber les deux. Et j'avais dit cette phrase à une personne qui connaissait quand même pas trop l'Inde. Elle était un peu intéressée, mais pas trop. Et quand elle a entendu cette phrase, elle m'a dit c'est bien vrai, parce que c'est son expérience de vie. Hein, Comment? elle avait le sentiment qu'elle avait eu un peu de plaisir dans sa vie. Ça n'avait pas été que de la souffrance. Elle avait eu des bons moments, mais aussi beaucoup d'anxiété. Et donc, c'est l'expérience de la C'est plupart parce des que gens. notre mental est programmé à être avide, il veut encore plus. Oui, il va encore plus, du coup, ça lui crée de l'anxiété. Et c'est en proportion, hein. Plus on a d'avidité, plus on a d'anxiété. Et les gens croient que c'est être vivant, d'avoir de l'avidité pour ci ou pour ça. Mais au fait, il se crée de l'anxiété comme effet secondaire. Hmm. Voilà, on termine aujourd'hui. On a eu 1 heure et 5 minutes. Donc là, on va couper et revenir. Déjà, on va arrêter